Voilà, bien c'est parti, il est 12h30 pour le ZCL News de ce jour. Nous sommes aujourd'hui 29 juin, mais c'est le dernier jour du mois de juin. Les vacances approchent. Et justement, comme les vacances approchent, on va recevoir des étudiants et un professeur. On va en parler dans un instant. On va recevoir effectivement Hila Richer, bonjour. Bonjour. Elle est stagiaire à la région, mais c'est une étudiante aussi. Simon Tarret, il est étudiant en 3e année. Bonjour. Voilà, merci d'être avec nous. Et monsieur Pedro Pirouacas, alias quoi? Alias Chris. Il est artiste, mais aussi enseignant à Saint-Claude. On va parler avec lui de cette formation et de cette rentrée de 2023, de la licence professionnelle. Un peu plus tard, on va recevoir une Miss, on reçoit encore déjà important aujourd'hui, Sandra Brisson, l'ancienne Miss. Elle sera avec nous, elle est experte en communication par l'image, relations presse et influence. Un peu plus tard, Asia Sarah Benamnouch, elle est coach thérapeute holistique, sophrologue. Et puis on va terminer par la chronique de Sandy Kelly, la chronique S2M du jeudi. Sinon, Iman News est déjà là. Bonjour Iman. Bonjour Danick, bonjour à tous les téléspectateurs et auditeurs de Canal 10. Et là, aujourd'hui, dans le retour à l'actu, oui, on va faire les titres. On va parler de la visite de Jean-François Carenco, donc, qui, après la Martinique, a foulé le sol de la Guadeloupe et a eu plusieurs visites dans des lieux différents. Nous partirons en livre avec aussi comment combiner le sport et la lecture. Il s'agira aussi de cyclisme avec la conférence pour la Coupe Frédéric Jalton qui aura lieu ce week-end. Voilà, ben merci Iman News. On va retrouver tout à l'heure chaque demi-heure pour faire un retour sur l'actualité. Je voulais dire, on va parler un petit peu à la veille des vacances d'enseignement, puisque l'université fonctionne et reprendra sa rentrée, fera sa rentrée à la rentrée comme prévu au mois de septembre. Mais il va falloir quand même qu'on fasse un petit point avec des étudiants et avec un professeur. Bonjour Chris, on commence par toi. Un petit peu, deux petits mots quand même sur cette licence en gros, puisque tu es enseignant là-haut. Comment ça se passe? Bonjour Danick, bonjour tout le monde. Effectivement, bon, je vais quand même parler de mon expérience puisque oui, c'est ma première année en tant qu'enseignant dans cette licence professionnelle. En fait, qui participe à la structuration, je dirais, des industries culturelles, puisque on a beaucoup d'artistes sur le territoire, mais encore faut-il former des gens pour encadrer les lieux qui reçoivent, les lieux qui reçoivent la culture, des gens qui sont capables de gérer des carrières artistiques et des prestations artistiques sur la durée de façon professionnelle. Donc c'est la proposition de cette licence professionnelle à travers sa carte de formation. Alors ça s'appelle exactement licence professionnelle, gestion de projets, structure artistique et culturelle. Alors j'ai deux étudiants avec nous, une étudiante, on va lui demander comment ça s'est passé cette première année. En première ou en deuxième année? Deuxième année? Troisième année, je crois. Troisième année déjà. Oui. Alors comment ça s'est passé par rapport à ce que disait le monsieur le professeur? Eh bien, c'était une expérience. Oui. Le fait de découvrir l'envers du décor d'un artiste, tout ce qu'il doit gérer, tout ce que son manager doit gérer, tout ce que l'équipe doit gérer. Et c'est vrai qu'en observant bien tous les cours que j'ai eus, c'est vrai que dans la réalité des choses, il y a souvent un manque de formation au niveau de l'administration par rapport aux artistes. Oui. Et aussi au niveau de la gestion de l'argent. Et du coup, pendant cette formation, on a pu avoir des cours sur le management, la gestion de projet, les politiques publiques et culturelles, mais aussi de comptabilité, comment gérer son image, le cinéma. Vraiment des cours très pertinents. Oui. Et j'ai particulièrement apprécié parce que c'était vraiment... On était dans le vif du sujet. Et personnellement, ce fut une expérience intéressante parce qu'à la fin de notre année, on a pu concevoir un magnifique spectacle pluridisciplinaire avec Chris. Enfin, monsieur Pedro Pirouacas. Oui. Et je pense que tout le monde dans la classe a apprécié parce que chacun a pu jouer un rôle, que ce soit devant le public ou à l'arrière, dans les loges. Ça veut dire que la vision que tu avais de l'événementiel a complètement changé après ces années? On va dire qu'elle est devenue plus réaliste. Je savais que les managers et les équipes devaient gérer beaucoup de choses, mais je ne pensais pas que ça irait jusque-là. C'était aussi énorme. Ah oui, c'est beaucoup de travail. Et c'est pour ça qu'il est important de former à l'avenir des jeunes ou des gens de tout âge
pour gérer nos artistes parce que vraiment, la Guadeloupe a du talent. Alors, Simon Tarrette, étudiant en 3e année, aussi cette licence artistique, est-ce qu'aujourd'hui, un jeune qui nous regarde en ce moment, qu'est-ce qu'on a envie de lui dire par rapport à ce milieu artistique, par rapport à l'événementiel? Bonjour déjà à tous les auditeurs. Je pense que ce qu'on a envie de lui dire, c'est de se lancer en fait dans ce milieu, parce que c'est vrai que cette licence, moi, elle m'a énormément apporté dans le cadre où en fait moi, à la base, je suis plutôt un artiste. Oui. Et en fait, je me suis découvert un intérêt pour le milieu plutôt administratif, on va dire Le l'arrière management. de la scène, voilà, le management. Et en fait, je pense que ces deux mondes, donc l'avant de la scène et l'arrière de la scène, travaillent en totale symbiose. Donc l'un ne peut pas aller sans l'autre. Et ici, en fait, en Guadeloupe surtout, et même dans les Antilles en général, l'avantage qu'on a, c'est vraiment d'avoir une culture riche, très diversifiée, beaucoup d'artistes, beaucoup de talents. Et je pense que c'est vraiment ce qui peut nous faire briller, en fait, dans l'avenir. Donc maintenant, c'est aux jeunes, il faut se lancer, il faut y aller, il faut tout donner, quoi. Ouais, parce qu'il y a des jeunes là qui ont un bac +2 et qui ne savent pas que faire, ou ils sont là, comment dire, en train de tchouquer. Alors, est-ce qu'on a envie de leur dire de s'inscrire? Oui. Justement, Dani, par rapport à l'intervention de Simon et ce que tu viens de dire à l'instant, je voudrais dire déjà que les inscriptions sont encore ouvertes tout le mois de juillet. Ouais. Donc, il reste encore des places pour la licence professionnelle cette année, donc ils peuvent encore s'inscrire. Et ce que je voudrais dire, c'est que les étudiants qui ont un profil artistique, Oui. c'est toujours important de comprendre aussi ce qui se passe derrière. Même Oui. si on choisit Le back-office, comme on dit. Voilà, même si on choisit de devenir danseur professionnel ou interprète ou compositeur, comprendre ces contrats, comprendre comment fonctionnent les industries culturelles, ça peut toujours aider à faire carrière, même si on choisit de rester sur scène et non en coulisses. Oui. Et il y a autre chose que je voudrais dire concernant cette licence, c'est par rapport aux besoins du territoire. Les artistes, il y en a énormément. Enfin, je suis bien placé pour le savoir. Il y a beaucoup de talents. Justement, ici, je pense qu'il y a des opportunités de travailler dans l'encadrement des artistes, que ce soit au niveau des structures, mais même être un manager formé, être un producteur formé, ça c'est un sujet qui est vraiment important pour le territoire. Donc la licence est une bonne option pour pouvoir se former à ces choses-là. Ça signifie, Chris, qu'aujourd'hui, les artistes qui hésitent à être professionnels à 100%, s'ils étaient bien encadrés, ils pourraient l'être? Clairement. Oui, il y a beaucoup d'artistes qui loupent le coche faute d'un encadrement formé. Ça, c'est sûr. Il y a beaucoup d'artistes aussi, beaucoup de gens font la remarque qu'on entend un artiste émerger, donc il fait un titre et puis après on ne l'entend plus. On l'entend plus. Voilà, mais souvent c'est parce que lorsqu'un artiste a réussi à percer, comme on dit, derrière pour arriver dans la continuité, la longévité, on a besoin de se professionnaliser, de s'organiser, d'avoir des stratégies de marketing, de carrière, des gens qui sont déjà impliqués dans le réseau de la musique, qui puissent placer les artistes soit sur des événements, soit sur des médias comme ici. Ce sont des métiers, attachés de presse. C'est un métier. Tout à fait. Manager, promoteur, tout ça, ce sont des métiers et c'est vrai qu'on a ce manque de professionnalisation et des licences comme celle-là peuvent bénéficier, je pense, à tout l'écosystème culturel et d'où mon implication, malgré mes autres activités, pour pouvoir transmettre à ces étudiants. Alors, et là, ça signifie que maintenant, le choix est déjà fait pour l'avenir, à la fin des études, tu sais déjà ce que tu feras? Oui, je sais déjà ce que je veux faire. Je vais mettre en place des projets, construire des structures pour que les jeunes artistes ou ceux qui veulent devenir artistes puissent se développer, apprendre, créer leur réseau aussi, parce que c'est très important ici. Et on va dire que pour l'instant, j'essaie de créer des projets de mon côté, demander de l'aide, créer mon réseau. Mais surtout, je veux mettre en avant les artistes aux yeux des Guadeloupéens avant tout. Oui. Et après, on va peut-être, on va dire, s'élargir jusqu'à la France, mais aux yeux des Guadeloupéens Déjà avant tout. Voilà. Nous-mêmes. Ouais. Oui, c'est important. Il faut soutenir nos jeunes artistes, il faut soutenir nos artistes tout court. Oui. Surtout qu'ici, on a des problèmes quand il s'agit de diffusion, de communication. Donc, s'il y a ce genre de formation possible, ce serait bien qu'un maximum de personnes puissent y aller. Alors, je pose la question à Simon. Est-ce que les jeunes de ton entourage sont conscients de ce manque et de cette possibilité de se former?
Alors les jeunes dans mon entourage, ils sont pas encore vraiment conscients. Je trouve ça dommage en fait, parce que je pense que c'est aussi un combat à mener, je veux dire une cause à essayer de défendre. Oui. C'est essayer de faire en sorte que en fait les jeunes, la jeunesse guadeloupéenne puisse se reconnecter un petit peu plus à la culture, puisse se reconnecter à ce qui se fait sur le territoire, parce que c'est vrai que étant dans un bassin culturel, étant influencé par de nombreux pays, de nombreuses influences culturelles, c'est vrai que c'est difficile en fait de se recentrer sur notre propre territoire en fait. Oui. Et je trouve ça dommage. Mais voilà. Oui, parce que je pose la question à vous trois. Beaucoup d'artistes, je le reconnais, puisque je les reçois quelquefois. Quoi qu'il suffit d'avoir un compte Instagram et puis un TikTok et puis tout va bien. C'est pas suffisant. Dans la réalité des choses, je pense qu'ils sont conscients que c'est un peu plus compliqué, notamment sur le point de vue financier. Beaucoup d'artistes en Guadeloupe, pas uniquement dans la musique, mais dans tous les domaines artistiques, sont obligés d'avoir un autre travail à côté pour pouvoir financer leur passion. Alors que artiste, c'est un métier. Donc, en fait, le challenge maintenant de structurer et de se professionnaliser, c'est d'avoir un maximum de personnes qui puissent vivre de leur art, puisque si ça a besoin d'être appelé, c'est une industrie. Souvent, je prends l'exemple du Nigeria, qui, en 2022, les revenus à l'export de la musique ont été supérieurs à ceux du pétrole. Oui. Qu'on a des gars comme Rima, effectivement. Voilà, quand on a Rima, Wizkid, Burna Boy, effectivement. Donc, c'est pour montrer que quand on travaille, dans le bon sens, je ne dis pas qu'on fera comme le Nigeria, mais je pense qu'il y a un potentiel, vu l'influence de la musique antillaise. Et au-delà de ça, on vient de passer la Poulard de Fer. Enfin, dans tous les domaines culturels, il y a vraiment un potentiel qui, selon moi, est sous-exploité, et on doit commencer par se former pour pouvoir adresser le marché et développer ces industries. Alors, la durée de la formation, comment ça s'organise au niveau d'un jeune qui nous entend et qui a un bac+2, qui voudrait s'inscrire, mais se former? Comment ça s'organise concrètement? C'est une licence professionnelle. Donc, effectivement, à bac+2, on peut s'inscrire et ça dure 1 an, donc une année scolaire, où il recevra donc tous les enseignements relatifs à la gestion d'une structure culturelle. Et, ça démarre en septembre, c'est en septembre prochain. Hein? En septembre, oui. Oui, et puis ça termine. C'est l'année scolaire classique de septembre à juin. Septembre à juin. Et donc, alors, on s'inscrit auprès de qui? Alors, il y a un lien, c'est sur Internet maintenant. Je pense je ne sais pas si on peut diffuser le lien d'inscription. Ce serait bien d'ailleurs. Oui, ça serait bien. De toute façon, je vois là qu'il y a M. Bruno. Voilà, sur la plateforme e-candidat, on peut encore s'inscrire tout le mois de juillet. Alors, c'est www.univ-antilles.fr/candidature. Donc, vous tapez dans votre moteur de recherche Université Antilles candidature. Je pense que vous trouverez Alors, il faut bien dire que bac+2, ce n'est pas ceux qui vont passer le bac ces jours-ci qui ont leur bac qui peuvent s'inscrire en 3e année. C'est ça, un bac+2. Alors, j'ai vu qu'il y a 500 heures de cours à partir de septembre et des stages en entreprise. Alors, comment ça se passe quand on a fait le parcours étudiant à l'université et on arrive en entreprise? Est-ce que la réalité est proche de ce qu'on apprend? On peut dire que oui. Enfin, personnellement, à la région, c'est sûr qu'au début, je prenais mes repères. Mais dans mon service, justement, ça a été très utile d'avoir ce savoir autour de la gestion de projet. Parce que du coup, on a pu mettre en place des projets pour les journées européennes d'archéologie, où on peut organiser des expositions. C'est avec Mme que tu travailles? Non, c'est avec M. Bruno Kissoun. Ah, M. Kissoun, oui. D'accord. Donc, on peut faire des expositions. Par exemple, à Marie-Galante, on a pu faire l'exposition de M. Bastaro, qui est un homme qui a apporté énormément à la Guadeloupe. Mais du coup, ça a été vachement utile pour eux d'avoir une stagiaire qui avait des connaissances en gestion de projet, parce qu'ils n'ont pas forcément le temps de s'occuper de cette partie du service. Du coup, j'ai dû m'en occuper. Et c'est sûr qu'au début, l'application des cours est un peu perturbant, mais sachant que j'ai été bien encadrée à la région, ça s'est très bien passé. Et on m'a trouvée, on va dire, indépendante, parce que j'ai été bien formée, et notamment avec M. Pedro Pirbacas, au niveau des cours de management, j'ai pu apprendre à travailler aussi avec les autres.
Donc, on va dire que dans la réalité des choses, c'est sûr qu'au début, ça peut être un peu déroutant, mais quand on est bien accompagné, le projet se passe généralement bien. Et surtout avec beaucoup de communication. Beaucoup de communication. Simon, pas encore de stage, non? Si, mon stage est déjà terminé. Ou c'est à la région aussi? Non, moi j'étais dans une société, une jeune société donc, qui s'appelle la société 541, je leur fais un coucou s'ils regardent, qui se sont en fait occupés de l'organisation, de la mise en place des salons de la beauté noire et du salon du mariage et de l'union récemment. Et la gestion de projet, alors, ce que disait, comment ça s'est passé? Alors pour moi, en fait ce stage, je dirais pas que c'est l'aboutissement, mais c'est plutôt la continuité en fait de la licence, de tout ce qu'on apprend dans la licence, parce que c'est vrai qu'on est très axé sur un côté théorique, sauf avec Monsieur Pierre Bacas encore une fois qui nous a permis de mettre un petit peu en pratique, voilà. Mais c'était quand même assez aidé puisqu'on était dans notre université, on avait l'aide de Monsieur Pierre Bacas aussi, mais c'est vrai que quand on est dans le milieu professionnel, quand on fait face à des clients qui ne nous connaissent pas encore, quand il faut gérer des petits problèmes qui surviennent, on va dire, qui nous prennent au dépourvu, c'est vrai que ça, en fait, c'est ce qu'on n'apprend pas, en fait, en théorie, dans le début de la formation. Donc, c'est vrai que, en fait, je vais dire que la formation nous apprend la théorie et le stage nous permet de mettre en pratique. Tout simplement. Justement, Chris, quel est le regard en tant qu'enseignant dans cette formation? Tu as sur ces jeunes-là, est-ce que tu sens vraiment du dynamisme, de l'envie, au-delà même de la créativité? Je suis ravi d'entendre leur témoignage parce que c'est vrai que mon approche était une approche un peu d'un chef d'entreprise qui venait dans l'univers universitaire pour pouvoir ramener la théorie et quelque part faire le lien aussi entre l'aspect théorique et l'aspect concret. C'est la raison pour laquelle dans l'une des matières que j'enseignais, qui était le management d'équipe, on a décidé de faire un projet concret de spectacle. Et pour répondre à ta question, les élèves étaient vraiment extraordinaires. J'ai vu des jeunes très motivés, avec beaucoup de talent, beaucoup de créativité. Et en fait, le fait de sortir de la salle de classe et d'arriver sur la préparation d'un spectacle, ça m'a permis de voir leurs deux côtés, en fait, un peu comme moi d'ailleurs, où j'ai vu des artistes sur la scène, des danseurs comme Simon, des conteurs comme Ella, qui se sont exprimés. Ah, il est aussi artiste? Oui, ce sont tous des doubles profils quasiment dans la classe. Il y a des artistes qui se sont formés justement cette année-là au management et j'ai vu vraiment beaucoup de talent dans cette jeunesse. Et je pense que afin de structurer, continuer à structurer le marché pour recevoir ces personnes formées, faut commencer quelque part et justement cette licence apporte justement cette part de structuration. Alors l'autre aspect que je vais te poser, Chris, c'est alors on forme des jeunes. D'accord, qui ont une licence professionnelle, puisque je vois, on va venir sur le contenu des enseignements, mais est-ce que les artistes sont prêts, justement, à leur tendre la main, leur donner le job, parce que quelquefois l'artiste, il est fermé sur son monde, et puis il dit, on va besoin de monde qui débrouille moi-même, tu vois. Pour se développer, l'artiste n'aura pas le choix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est obligé de s'encadrer si on veut arriver, de tout faire tout seul. Enfin, je pense qu'on a tous essayé et on a tous vu les limites de cette pratique. On ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire. On a un répertoire et puis après tout ce qu'il y a derrière, maintenant, la SACEM, enfin bref. Voilà, on doit se soulager de toutes les lourdeurs administratives pour pouvoir se concentrer sur son art. Et je pense que justement, le fait qu'en Guadeloupe, on puisse trouver des formations pour les encadrants culturels, c'est très important et les artistes auront tout à gagner à faire confiance à ces jeunes. Alors, je donne un coup d'œil très rapide sur le contenu parce que des enseignements, parce qu'il y a plein de choses. Alors, les usages numériques, bien évidemment, c'est indispensable maintenant. On ne peut pas travailler, quel que soit l'endroit où on travaille. Si on ne maîtrise pas les outils numériques, là, on est perdu. L'exploitation des données à des fins d'analyse, le positionnement vis-à-vis d'un champ professionnel, la conception et la mise en œuvre de dispositifs artistiques et culturels, tout ça, l'action et la responsabilité au sein d'une organisation, l'expression et la communication écrite et orale, le diagnostic, l'élaboration de programmes. Il y a du boulot. Hein. Alors,
Danick, si tu me permets, en fait, justement, ce que je voudrais dire, c'est que ces jeunes apprennent la gestion, mais ils peuvent autant gérer que s'intégrer à un service. Donc, le marché, s'il veut bien les accueillir, il y a de la place dans les services culturels des mairies. Il y a 32 communes en Guadeloupe. Qui sont très pauvres, j'en sais quelque chose. Donc, ils peuvent s'adjoindre les services de ces jeunes. Donc, ça peut être un débouché déjà 32 emplois. Tout à fait. À minima. Il y a de la place dans les services culturels des autres institutions telles que la région ou le conseil général, voilà, tout le conseil départemental, ce sont des jeunes tous les qui sont... EPCI aussi, hein. Cap Excellence, CSBT, etc. On a besoin de jeunes. Alors, donc, sans compter les organisateurs privés, puisqu'en Guadeloupe, maintenant, on a des festivals. On a de plus en plus de festivals d'ampleur. Ah, c'est bon, on a un festival qui s'appelle Caribule. Voilà, par exemple. Ça me rappelle quelque chose. Eh ben, c'est bien, j'enverrai un des étudiants pour faire son stage et éventuellement être embauché. Aucun problème. Et voilà, il y a des festivals culturels, il y a des entreprises privées comme mon label de production, Step Up Production. Je pense prendre un étudiant en alternance très bientôt. Donc voilà, il y a des débouchés et la licence correspond aussi à une réalité de marché aujourd'hui. Alors, je vous pose la question à vous deux. La licence, vous arrêtez là ou vous continuez après, jusqu'au master, etc. Et là sauf si c'est mon domaine secret. Hein. Je ne pense pas continuer en master. Comme je vous l'ai dit, je me prépare niveau projet, j'essaie d'économiser. Le projet est déjà en train de germer. Pareil, vous, toi aussi, Simon? Moi, bon, je sais pas. En fait, je suis pas sûr. Oui. Disons que j'avais déjà un projet professionnel un petit peu établi à la base, avant de faire la licence. Ah, d'accord. Et donc, il n'a pas changé, mais il s'est, on va dire, il s'est développé. Il s'est développé, oui. Donc, on verra ce que l'avenir nous propose. Alors, c'est la dernière question. Donc, ça veut dire que des jeunes comme vous, qui sont déjà un petit peu artistes, qui ont un bac plus 2, vous les encouragez à s'inscrire et à faire le cheminement? Oui. Ce sera uniquement bénéfique, à mon avis, pour eux. Oui. Et ce sera plus facile pour eux aussi de s'insérer dans les entreprises avec des bases solides. Et on va dire que ce sera un gain de temps, surtout, et de compétences. Et ça permet également de développer son réseau professionnel, parce que comme on vous l'a dit, on fait des stages, on fait des projets. Donc, on sera amené à se former, mais aussi à rencontrer des gens qui pourraient nous aider dans le futur. C'est ton avis aussi, Simon? Bien sûr, bien sûr. C'est super important. Maintenant, c'est un domaine qui a beaucoup de demandes, comme l'a dit M. Pierre Bacas. Il y a énormément de demandes dans ce domaine et il y a du potentiel, il y a beaucoup de potentiel. Comme on a dit, il y a beaucoup d'artistes. Donc, je pense que c'est vraiment un métier d'avenir, en fait, on va dire. Donc, moi, je dis foncez. Hein. En conclusion? Le mot de la fin, pour moi, ça serait un appel aux institutions et aux entreprises qui sont susceptibles d'embaucher ces jeunes, de les recevoir, que ce soit en stage ou en alternance ou dans un emploi. Donc les mairies, les EPCI, les institutions, rapprochez-vous de la fac pour avoir accès à ces jeunes. Oui. Et également les artistes désireux de se structurer et de donner la chance à un jeune de s'exercer à leur côté. Je dis simplement l'exemple de débouchés qui sont prévus pour ces formations: directeur de structure, conseiller artistique, emploi administratif, entrepreneur de spectacle, conception et ingénierie de projet. Je pense qu'on est en plein dedans là avec vous, hein, déjà. Oui. Et donc, prenez donc contact. Alors, je répète, www.univ.fr/candidature. Faites vite, il y a encore quelques places pour cette licence professionnelle. Vous êtes jeune, vous avez un bac plus 2, ou de rester là à jobber, comme on dit. Formez-vous et demain, avec votre formation, vous pourrez travailler. En tout cas, merci, Chris, d'être venu dire ça. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci à ces futurs entrepreneurs de spectacle. Il ne faut pas hésiter à nous contacter. On est disponible. On est là. On vous souhaite bonne chance. Et je me permets de saluer l'encadrement de l'Université des Antilles pour cette licence. Cette licence, oui. Salut M. Bidi, Mme Moutou, Mme Élysée, qu'on a déjà reçu ici aussi. Voilà, 2h55, on a le temps de jeter un petit coup d'œil sur l'actualité. C'était la visite du... Non, on n'a pas le temps. Bon, on me dit que c'est la pause. On me coupe le sifflet. À tout à l'heure, on se retrouve tout à l'heure. Merci. Merci, Mélanie. Retour sur le plateau du ZCL News. On va recevoir dans un instant Sandra Bisson. Bonjour. Bonjour.
experte en communication par l'image, relations presse et influence. Et puis on aura aussi avec nous Assia Sarah Benadout. Bonjour. Bonjour. On va parler d'un événement qui aura lieu. Mais pour l'heure, on revient à l'actualité avec Eman News. C'est parti. Alors oui, on revient sur l'actualité avec comment partir en livre, combiner le sport et la lecture. On en parlera tout à l'heure, ainsi que de cyclisme avec la Coupe Frédéric Jalton qui aura lieu ce week-end. Mais faisons un tour avec un retour sur la visite de Jean-François Carenco qui a, pendant sa visite express, pu inaugurer un centre culturel, aller sur le port maritime et donner des mesures liées à la chlordécone. On voit un reportage d'Olivier Félix. On constate qu'on planifie, que ça s'améliore, que le nombre, le président et Francis qui est là, que le nombre de réparations par jour augmente et que surtout on a désormais un plan à 3 ans qui fait qu'on va y arriver. Il me manque, sur les 359 millions du plan à 3 ans, je crois que c'est 359, il m'en manque 50 pour boucler l'affaire. Donc on va y arriver. Sur le chlordécone, comme il sait, chaque année, on fait le rapport de l'année passée, des actions. 2, on présente des choses nouvelles. Ce que j'ai présenté, c'est le soutien à la dépollution de l'eau, si nécessaire, en réaffirmant que dès aujourd'hui, sous le regard du président, que l'eau, elle est potable à 100% dans les tuyaux. Potable à 100%. Mais ce qui m'importe, c'est d'assurer que les analyses soient faites tout le temps. Donc, le gouvernement a décidé de financer ces analyses, cette mise en place de systèmes de charbon, le charbon actif, pour s'assurer que l'eau est déchlordéconée. Deuxième sujet nouveau, c'est l'aide aux pêcheurs. On avait mis une aide aux pêcheurs en janvier 2022, c'est un échec. Donc on a fait 2 choses. 1, on a prolongé jusqu'en 2027, et 2, on l'a fait rendu automatique. Donc tous les pêcheurs auront droit. 3, c'est l'aide, le suivi, l'aide, le dépistage, l'assistance aux éleveurs de bovins, qui marche parfaitement en Martinique et dont on va signer la convention, j'espère, dans quelques semaines, entre la Chambre d'agriculture et l'organisme qui va s'en occuper, pour que chaque éleveur de bovins soit suivi s'il le demande. Et qu'on arrête de voir l'éleveur qui a une vache au piquet, qui l'amène à l'abattoir, on dit laisse ta vache et va-t'en. Donc ça, c'est pas possible. Enfin, c'est le doublement des efforts de recherche, 50 millions par an disponibles. Mais le débat a tourné à comment on fait pour aller vers les gens. Comment on fait pour que chaque personne qui a envie d'aller se faire dépister, 2, si elle a envie, comment elle y va, comment elle est prévenue, et 3, comment elle est suivie. Je trouve qu'en Martinique, mais le problème est plus violent, ça marche, c'est fait, donc on va s'inspirer de la Martinique pour faire ça. L'autre conviction qu'on a acquis tous ensemble, c'est que cette action pour inciter au dépistage, elle doit s'appuyer, au-delà des campagnes de l'État, qui ne marchent pas bien, sur 2 réalités. C'est la capacité des maires à toucher leurs concitoyens, donc on va s'appuyer sur les maires, et la capacité des professionnels de santé à proposer un dépistage, sachant que quand il y a dépistage positif, la personne est suivie à 100%. Ça, c'est la stratégie de communication. J'ai promis de revenir, peut-être pas moi, mais en tout cas des collaborateurs, d'abord de travailler sur cette stratégie telle qu'elle émerge des demandes des maires, telle qu'elle émerge des professionnels, et de revenir présenter cette nouvelle stratégie de communication tout début septembre. Voilà, c'était hier, et puis il était aussi à Pointe-Noire, il a inauguré le centre phylogène en grande pompe. Alors, quand Sandra Misson vient ici, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. C'est quoi cette introduction? Mais oui, mais elle ne vient pas remis ça juste pour mes beaux yeux. Et pourquoi pas? Ça aurait pu être. Sous les belles lunettes. Oui, d'accord. Alors. Oui, effectivement, je viens parler d'un événement, en l'occurrence celui que j'organise depuis maintenant une petite année. Il s'agit de Sois belle et fais-toi, un événement. Sois belle et
Fais-toi. Ah, pas tais-toi. Non, pas Non. tais-toi. Ah, non, fais-toi. non, Swabelle et fais-toi. fais-toi. Effectivement, qui reprend cette idée de femme qui va de l'avant, hein, clairement, et qui prend soin d'elle. Donc la beauté, pas que la beauté extérieure, mais la beauté dans toute sa globalité. Donc un événement qui aura lieu ce dimanche 2 juillet, Oui. avec de très, très, très beaux invités. J'imagine. Pour introduire Asia qui va parler tout à l'heure. Oui. On a sur cette journée vraiment 2 axes majeurs. Celui de pouvoir impulser une dynamique d'empowerment, de leadership, et aussi parler de bien-être au féminin, même si les hommes sont à notre service, avec notamment... Ah oui, ils sont quand même... parce qu'ils disent soit belle, je ne sais pas si les hommes sont prévus dans Alors, l'affaire. c'est un événement pour les femmes. Ah, Donc, quand même. effectivement, Oui. on attend Il y a de plus en plus nombreuses d'événements participantes. Pour les femmes, je remarque. Hein. Mais on pense aux Il y a hommes rien aussi. pour Hein. les hommes. On pense aux hommes, hein, mais là, ils sont à notre service. Donc là, on a le chef Jean-Renier Le Riche qui nous a élaboré un menu sur mesure avec vraiment l'idée de mettre tout ce qui vient de nos jardins, jardins créoles, dans l'assiette, avec notamment les poulets d'Amaz. On va avoir une recette de poulet Tobago. Oui. Je vous laisse découvrir ça sur nos réseaux, hein, Sois belle et fais-toi sur Instagram. Il y a le menu complet. Voilà, on le voit, le chef Jean-Rony qui se prépare. Ils sont pas sérieux, il est hyper accessible et vous verrez, vous aurez la possibilité d'échanger avec lui. Oui. Là, il est en train de préparer un toast manioc curcuma avec du lambi. Et on aura ça effectivement en tapas d'entrée. Et au-delà de cet aspect nourriture, parce qu'effectivement le bien-être passe aussi par là, on va avoir Alexandra Arnay, qui est la fondatrice du concept Amazon, qui est très connu en Guadeloupe, mais qui est un concept qui est autant à Paris qu'à Tahiti. En Martinique aussi. Qui a commencé en Martinique, Oui, pour qui a le coup. commencé en Martinique. Et c'est une Martiniquaise qui viendra effectivement nous parler de l'empowerment par la santé, comment elle a fait finalement de son histoire et du cancer du sein qu'elle a pu avoir une force et qu'elle a pu effectivement, à travers cette résilience et à travers cette vision, tout simplement mettre... sa raison d'être, ou en tout cas tout ce qu'elle a pu apprendre au service d'autres femmes. Donc ça va être hyper inspirant. On est là sur une rencontre inspirationnelle. Et puis d'autres intervenants, que ce soit Hélène Denubians, qu'on connaît beaucoup sur sa casquette de chanteuse, mais qui a fait une très belle reconversion dans la méditation, dans le yoga. Donc on va ouvrir d'ailleurs la journée avec elle. Avec un moment effectivement très doux pour pouvoir avancer sur une journée qui va être riche. Elle va être belle parce qu'on a choisi la date spécifiquement, puisqu'on sait que nous, les femmes, nous sommes lunaires. Et le 2 juillet, on commence à parler de pleine lune. Oui. Alors, tu as tout dit sauf le lieu. J'ai pas dit le lieu. Non. 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 Mais c'est parce que j'attendais la question. Ah, d'accord. Elle est pas belle, celle-là. On va être effectivement sur cette 3e édition dans un cadre paradisiaque, je pèse pas mes mots. On va être à la ferme Anna Cardier à Saint-François. Donc c'est un lieu effectivement comme on l'entend dans le nom. C'est une ferme où il y a une ruche, donc il y a une production de miel, ce qui se fait de moins en moins, hein, donc il faut le signaler. Et puis dans un cadre verdoyant avec vraiment un retour à la connexion à la nature, j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment se connecter à soi, et je crois que ça passe par les éléments qui nous entourent. Donc la nature, c'est une vraie pépite pour nous les femmes, on va s'en inspirer. Ça veut dire qu'on a le temps de s'inscrire, les femmes qui ne sont pas encore inscrites, on est le 29. Hein, Tout à fait, on a encore le temps de s'inscrire, il reste encore quelques places. On est sur un événement plutôt intimiste, hein, on n'est pas sur un gros événement, on attend une 50aine de femmes, donc allez-y, inscrivez-vous, tout simplement sur sandrabisson.com /soit-belle-et-fait-toi. D'accord. Donc le plus simple, c'est d'aller sur Instagram et vous aurez le lien sur l'Instagram de Sois belle et fais-toi, c'est encore plus simple. C'est Sandrabisson ou S-Bisson? Non, sur l'Instagram de Sois belle, fais-toi. Mais cela dit, sur le mien aussi, hein, vous pouvez y aller. Sur mon Instagram, il y a le lien également. Vous pouvez juste cliquer. Il y a tout le programme qui est bien présenté. Et en dehors d'Alexandra Arnay, il y a Jasmina Legros, qui est une Guadeloupéenne, qui, dans l'après-midi, va pouvoir nous montrer qu'avec finalement les plantes du jardin, on peut faire des merveilles et des produits de soins pour être encore plus belle. On est déjà belle, nous. Oui. Alors, je me tourne vers
Assiasa Benanouts, bonjour. Oui, Merci d'être avec nous. Alors, Merci vous de êtes m'avoir invité. coach, thérapeute holistique, sophrologue, tout ça à la fois. Alors oui, tout à fait. Je suis thérapeute et coach holistique. Oui. Comment vous intervenez en général, vous accompagnez les gens, comment ça se passe? Alors, mon accompagnement, il est simple. J'accompagne de manière globale, c'est de là où vient le terme holistique. Oui. Donc, j'accompagne donc les personnes qui souhaitent intervenir au niveau de leur stress, qui ont des grosses sources de stress et qui n'arrivent pas à s'en défaire. Les personnes qui ont du poids à perdre et voilà, qui n'arrivent pas à s'en défaire, qui ont essayé toutes sortes de choses. Et des personnes qui ont aussi des maladies inflammatoires chroniques. Donc voilà, j'interviens autour de ces personnes, mais de manière globale. Et c'est de là, en fait, où vient le terme holistique. J'interviens au niveau physique en leur apportant une alimentation qui est, pour moi, équilibre et plaisir. En fait, j'allie les deux. Donc, c'est sans source de frustration. Et au niveau physique aussi, sur la reconnexion à soi, sur la reconnexion au sens. J'interviens aussi au niveau émotionnel, où je permets aux personnes, de par cet accompagnement, d'avoir une stabilité émotionnelle, une sécurité intérieure, une confiance en soi, une estime de soi, gérer ce stress, exprimer et libérer ses émotions. L'idée étant vraiment de récupérer un bien-être total et d'améliorer considérablement sa qualité de vie. D'apporter des outils aussi pour que la personne soit finalement autonome et qu'elle puisse les utiliser au fur et à mesure dans sa vie, parce que les émotions, c'est fluctuant et voilà, c'est là tout le temps. Le stress est omnipermanent. Et voilà, l'idée, c'est vraiment d'apporter ces outils par la suite et qu'elles arrivent à s'y retrouver, à retrouver cette sérénité. L'intervention se fait, j'imagine, en cabinet, avec des séances multiples, ou bien une seule séance en règle tout ça, non? C'est un accompagnement sur 3 mois. 3 mois? Oui, tout à fait. L'idée, c'est vraiment d'accompagner de manière globale. Et le premier entretien se fait en cabinet. Et ensuite, on profite de la Guadeloupe et de tous ces beaux lieux. Et de ce fait-là, toutes les prestations se font aussi à l'extérieur. Alors, j'imagine que ça ne concerne pas que les femmes cette fois-ci. Non, ça ne concerne pas que les femmes. Les hommes aussi sont conviés à mon programme, tout à fait. Il va booker une prestation. Non, j'ai pas dit ça, mais je demande, parce qu'il y a des hommes qui nous regardent et qui voient Madame Benanouts. Je dis, est-ce que c'est seulement des femmes? Parce que j'ai remarqué quand même que dans le milieu des coachs, il y a beaucoup de femmes. Alors, écoutez, ça, je ne sais pas. Mais ça, je confirme. Oui. J'en ai déjà reçu ici beaucoup. Ce que je sais, c'est que dans ma clientèle, en tout cas, de par ma casquette d'infirmière en éducation à la santé, de sophrologue, j'interviens donc vraiment... vous avez 2 casquettes. Oui, donc j'interviens vraiment de manière globale. Et chez l'homme, par exemple, parce qu'on est tous source de stress, de troubles alimentaires, de maladies inflammatoires, telles que le côlon irritable, et voilà, l'endométriose pour la femme, le syndrome des ovaires polykystiques, les fibromes. Mais chez l'homme aussi, voilà, tout ce qui est inflammatoire aussi... Alors, sur le stress, par exemple, on prend le cas de ce on ne va pas faire un accompagnement, mais les gens qui viennent et qui stressent tout le temps, on dit qu'il y a du bon et du mauvais stress. Tout à fait. Alors, effectivement, le stress, on en a besoin. Oui. Ce qui est bon, c'est le stress ponctuel. Lorsqu'on l'utilise pour une situation vraiment de manière ponctuelle, on doit passer à l'action pour X raisons. C'est vraiment, en fait, ça fait partie intégrale de nous, des êtres humains. C'est un booster. Pardon ? C'est un booster à ce moment-là. Effectivement, c'est un booster et même au niveau du métabolisme, en fait, tout à fait, c'est un réel booster. Maintenant, là où la problématique, c'est quand ça devient de manière chronique. Oui. Et c'est ce qui se passe, voilà, c'est omniprésent chez nous. C'est que le stress, on l'a de manière chronique et c'est là où, en fait, ça engendre des problématiques, des maladies, notamment les maladies inflammatoires aussi. Lorsqu'on développe trop de stress, à un moment donné, on n'a plus cette cortisone qui est là, naturelle dans notre corps et on en a besoin. Et c'est tout un cercle vicieux qui s'opère. Oui. Et ça se fait donc sur 3 mois à peu près. 3 mois, on est guéri de son stress? Ah non, alors en fait, ce que je propose, c'est vraiment un programme personnalisé. Oui. L'idée, c'est d'avoir une approche sur mesure avec l'accompagné. Donc, effectivement, mon programme se base sur 3 mois, mais il m'arrive aussi de suivre et continuer l'accompagnement au-delà. Oui, parce que justement, on parle souvent d'accompagnement. Parce que, quand on va chez un médecin, par exemple, il vous donne une prescription, mais le coach n'a pas de prescription à donner.
Le coach, effectivement, n'a pas de prescription. Maintenant, c'est absolument pas la même chose. Oui. Oui, en termes d'accompagnement, l'idée, en fait, effectivement, on n'est pas dans du curatif. Oui. Ce que j'apprécie, ce qui vraiment me passionne dans ce métier, c'est que l'idée, c'est de travailler la prévention et justement d'arriver, pour des personnes qui sont déjà sources de stress, qui ont déjà du poids à perdre, etc., qui veulent vraiment Même se pour prendre perdre en le main. poids, on peut se faire accompagner par un coach. Bien évidemment. Ah, Oui. et ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Bon. Par contre, ce qui est pour moi important de savoir, c'est que à 90%, voire plus, pour moi, je suis convaincue que c'est même 100%, le poids physique est relatif à un poids émotionnel. Et c'est de là, en fait, où mon approche est importante, c'est que je travaille en globalité. Et de ce fait-là, je travaille la source de stress qui engendre bien souvent la prise de poids de par de la compensation, voilà, parce qu'on déclenche des endorphines quand on mange. Et donc, c'est un cercle vicieux et moi, j'arrive à en faire un cercle vertueux. Alors, vous allez me dire oui, bien sûr, mais enfin, je pose quand même la question. Quand, par exemple, après 3 mois, vous avez accompagné quelqu'un, vous voyez les résultats concrets quand même, Oui. et le client ou le patient, enfin, je ne sais pas comment vous l'appelez, vous dit, bon, mais ça y est, c'est réglé après 3 mois. Alors, tout dépend de la personne, bien Oui. évidemment. Voilà, comme je vous ai expliqué, c'est très personnalisé. Mais oui, j'ai des résultats qui sont très, très bons. Alors, d'abord sur le plan émotionnel et rapidement, en fait, sur le plan physique. En fait, ça fait vraiment effet boule de neige. L'autre question, je la pose toujours au coach. Et qu'est-ce qui aide les coachs? Qu'est-ce qui Aide le coach. Parce que le coach aussi, c'est un humain, il peut avoir des émotions, il peut avoir du stress, Ah. etc. Alors, moi, il faut dire que moi-même, je me fais coacher. Ah, c'est Parce l'auto-coaching, ça Ah s'appelle? oui. Alors, c'est pas de l'auto-coaching, je me fais coacher par un autre Ah, coach. par un autre... Oui, oui, ah, tout à fait. d'accord. Voilà, ah, les donc- coachs... ah, d'accord. Parce qu'en fait, je considère que nous apprenons, et tout le monde le sait, nous apprenons tout le temps. Et j'ai aussi, comme vous dites, des émotions. Voilà, je suis un stress être aussi. humain. Donc, Oui. Effectivement, moi-même, je reçois aussi des cours. Quand moi, j'en ai besoin, je reçois des séances de coaching. Alors, je Comme pose- les séances de sophrologie que moi, j'anime personnellement, Oui. je vais aussi recevoir des séances de sophrologie, même si je suis sophrologue. On revient dans un instant. Je pose une question à Sandra. Sandra, quand tu es allée à ton concours de Miss, tu avais du stress? Ah oui, mais par contre, à l'époque, j'avais perdu énormément de kilos. Ah bon? Ah ouais, de stress, j'avais perdu des kilos et j'avais eu l'acné. J'avais une poussée d'acné juste avant Parce de qu'on m'a dit partir à Miss maintenant, France. pour les concours de Miss, il y a même des coachs qui accompagnent les Miss avant. Ah oui, alors oui, complètement. Bon, c'est vrai que pour remettre un petit peu entre guillemets, contextuellement, je Oui. ne suis plus responsable des Miss cette année. Je sais, Non, mais je sais. toi, tu tu l'as sais, été. mais je le dis pour Oui. les autres les personnes qui ne suivent pas forcément. Donc, c'est Corinne Coman qui a repris la délégation. Mais c'est vrai qu'au long des 5 ans, on a mis en place effectivement du coaching, puisque l'idée, c'est de faire effectivement de ces jeunes femmes qu'elles soient bien effectivement physiquement, mais qu'elles soient bien dans leur basket, qu'elles soient bien dans leur tête, Oui. qu'émotionnellement, elles puissent vivre l'aventure pleinement et pas juste en surface. Donc, il y a toute une approche sur la personne, sur l'être. Oui. Et on a pu bénéficier notamment du coaching de Sarah Juste. Sarah, elle est de notre invitée il y a 2 C'est jours. vrai. Ah oui, c'est vrai, j'ai vu Sarah Juste. tu as vu? Ouais. Oui, elle était Ah, elle est ici. dynamique, cette De dame. Ludovic Luce, qui est également kinésiologue. Enfin, on passe par plusieurs, effectivement, coaching. Et puis, le coaching sportif aussi, très, très important, puisque ça permet d'aller au-delà de ses possibilités, de se dépasser. Je crois que tout le monde le sait, le sport, c'est un vrai atout. En tout cas, oui, c'est vraiment prépondérant dans la formation. Alors, vous confirmez que finalement, pour les Miss, si on fait appel à vous, là, il ne faut pas 3 mois, là, c'est plus court, c'est particulier, c'est personnalisé. Alors, si effectivement ce serait pour, par exemple, comme les Miss qui vont se présenter, on peut effectivement travailler au préalable, ça peut être même quelques heures avant. Oui. Bien sûr, tout est faisable. D'accord. Et si moi, en tant que journaliste, je suis stressé tous les matins en venant ici, je peux voir la coach que vous êtes. Alors oui, mon idée principale, c'est vraiment d'apporter des outils pour que les personnes ensuite peuvent les réutiliser. Vous voyez, dans l'idée des Miss ou même pour vous, l'idée c'est avant de passer en studio, de pouvoir utiliser des outils vraiment importants pour vous libérer et vous Je vais recentrer. y penser. Juste un petit mot sur la sophrologie quand même. Comment ça vous intervenez au niveau de la sophrologie? Pareil que pour le coaching, mais c'est une partie du coaching? Alors ici, dans mon programme, j'interviens effectivement, je donne des séances très personnalisées selon la personne. Et il y a des séances
déjà, on fait de l'initiation parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes actuellement qui connaissent la sophrologie. Donc, l'idée, c'est vraiment de sensibiliser à la sophrologie, sensibiliser la personne à la respiration et puis suivre la personne dans son processus, à savoir d'où elle part et où est-ce qu'elle veut aller dans son objectif. Et c'est d'ailleurs ce qu'elle propose dimanche, puisqu'Asia, c'est Oui. effectivement une de nos intervenantes. En fin de journée, elle propose une initiation à la sophrologie. Ah, il y aura une initiation à la sophro. Oui, tout à fait. D'accord. Il y aura une initiation à la sophrologie et il y aura aussi une conférence autour de l'alimentation. L'idée étant d'allier équilibre et plaisir. Il y aura aussi des outils pour les personnes qui sont sujettes à des maladies inflammatoires. Des idées aussi, des outils pour voir comment on peut essayer de se gérer au niveau de son poids. Enfin, il y aura toutes des sensibilisations importantes durant l'événement. Bon. Donc, on se fait soi-même. Alors, c'est ça. Sois belle et... Fais-toi. Tout on commence peut dire, par nous. Hein. Sois beau et tais-toi. Fais-toi aussi, on peut le dire. On peut dire sois beau et tais-toi. Ouais, Oui, ça, oui. c'est bien. Méchante. D'accord, méchante. Bon. Non, mais effectivement, c'est un événement pour les femmes, mais Oui. pour le coup, je sais que quand je dis les hommes sont à notre service, le photographe, c'est un homme. On va avoir aussi un DJ de Lord Up sur cet événement, Oui. un vidéaste. C'est pour ça que je dis les hommes sont à notre service. On ne peut pas Oui, faire bien sûr. et être femme sans avoir les hommes. C'est évident. C'est évident. Et pour le coup, je pense que je vais faire je vais faire un événement pour les hommes parce que j'ai beaucoup Carrément. de demandes. Bon. Ouais. Pas le même format parce que je pense Oui. que Ouais, ce trop sont inspirationnel, peut-être pas, peut-être un truc peut-être plus pratique. Mais en tout cas, oui, il y a une réflexion qui est en cours. Bon, mais on prend note. OK. Merci, mesdames, en tout cas. Rendez-vous donc dimanche. Dimanche, le 2. et puis À partir de quelle heure? à partir de 9h, mais il faut acheter sa place avant. Donc Oui. allez-y sur sandrabisson.com, rubrique événements, c'est plus Oui. simple. Vous cliquez, il y a vraiment tous les détails et vous pouvez prendre votre billet pour vous, votre copine, votre maman, Oui. parce que se faire du bien au pluriel, c'est encore mieux. Ah, pas pour son épouse. Ah, Tu as ben dit oui, copine et maman. oui, mais il fallait que tu complètes. Ah, d'accord. Elle est pas mal, ça. Donc je crois qu'il va acheter pour son épouse. Oui, d'accord. Bon, voilà, 13h23, on prend la deuxième pause et on se retrouve tout à l'heure avec Sandra Kelly pour sa chronique SDEM. On vous remercie. Asia. Merci à vous. Merci. Merci Sandra. beaucoup. Je vais Prochain revenir. événement. Il y a toujours Ça, un voilà. bel accueil Ah, ici. ça, vous pouvez. C'est un forfait. Bon, voilà, 13h23, la deuxième pause et on se retrouve tout à l'heure pour la suite des événements dans le ZCL News. C'est parti. Dans une minute, il va être 13h30. C'est l'heure de retrouver dans un instant Sandy Kelly. Bonjour. Bonjour Danick. Et avec qui? Alors Sophie Mauneré que je vais présenter justement dans un instant. Dans un instant. Sinon, on fait un retour sur l'actu avec Iman News. C'est parti. Ça aurait fait bien Sandy News aussi. Sandy News aussi, Oui. c'est sympa. Elle s'appelle Iman News, elle a changé de nom. Oui. C'est bien. Ouais. Ah. Ça sonne bien, hein? Oui. Bon, Ah. tu vois, Ina? Je commence à m'habituer puisque manifestement c'est nouveau. Non. Nous partirons en livre aujourd'hui où comment combiner donc le kayak et la lecture. C'est un reportage qu'on verra tout à l'heure. On parlera cyclisme aussi en lien avec la Coupe Frédéric Jalton qui aura lieu ce week-end, qui commence demain jusqu'à dimanche. Nous avons déjà vu la visite de Jean-François Carenco qui a parlé des mesures liées à la chlordécone. Voyons actuellement les présidents qui parlent de la SIOM, du Conseil interministériel des Outre-mer qui aura lieu le 6 juillet. Donc, ils s'expriment à ce sujet. On voit un reportage. Merci, Iman News. Nous savions déjà que le SIOM, c'est pour les politiques publiques. Nous le savions déjà, donc on ne peut pas être déçus. La seule chose, c'est que le Congrès a voté pour que dans les 6 mois, nous puissions proposer quelle collectivité, proposer la nouvelle carte de l'intercommunalité et quelles sont les compétences que nous voulons, où nous pourrons avoir beaucoup plus de marge de manœuvre. Dès le lendemain du SIOM, du Congrès, j'ai eu l'occasion de réunir les universitaires, les intellectuels, nos juristes, nos économistes pour qu'ils soient imprégnés, puissent commencer à travailler. La commission ad hoc continue à travailler. Nous avons défini 7 thèmes où les élus se sont positionnés et pour que d'ici 6 mois, nous puissions avoir le rendu et faire une véritable proposition à la population. Mais nous le savions que le SIOM n'était pas sur ce domaine. On oublie certaines choses. On a aujourd'hui une conférence territoriale de l'action publique, la CTAP, qui permet de faire énormément de choses pour rendre et donner une bonne politique publique aux Guadeloupéens. Et je vais bientôt, je pense, réunir la CTAP. Cela veut dire que nous allons continuer à travailler sur tout le travail que nous avons déjà fait et nous allons prendre des mesures par la suite. Ce qui est important pour moi, c'est répondre à l'attente des Guadeloupéens, SIOM ou pas SIOM,
institution ou pas institution, statut ou pas statut. Voilà, les deux présidents se sont exprimés sur le SIOM qui aura lieu, cette conférence interministérielle des Outre-mer qui aura lieu le 6 juillet. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Tout à l'heure, on va parler avec Davy Riemann, député de Guyane, mais avant, on retrouve Sandy Kelly qui est revenu après combien de mois d'absence? Non, quand même pas. Il me charrie à chaque fois. Oui. Ça va? Ça va, oui, Bien. oui. Alors, générique, et puis on revient à la présentation de Mme Monnet. Voilà, nous sommes donc dans le Sandy Media Mag et donc on a aujourd'hui une invitée. Oui, voilà, j'aimerais donner la parole aujourd'hui à Madame Monret Sophie, qui n'est autre que la présidente de l'association Ensemble Antilles-Guyane, une association créée en février 2022 qui a pour but de soutenir et d'accompagner les personnes qui ont été contraintes d'arrêter leur profession suite aux différentes restrictions sanitaires de ces dernières années. Bonjour Sophie. Bonjour Sandy. Bienvenue dans la chronique S2M et dans le ZCL News. Oui, merci de m'accueillir et de me laisser la parole pour présenter l'association et ce projet qu'on a en cours, qui est ce lancement des tirelires du mouvement Bien-être solidaire, qui a donc été initié par l'association Ensemble Antilles-Guyane. Très bien. D'où est venue cette idée justement de créer cette association, Sophie? Alors, nous sommes un ensemble de professionnels de santé, de thérapeutes, de sympathisants qui ont été touchés par la situation des professionnels de santé suspendus, donc sensibilisés aux conséquences psychiques, aux conséquences sociales. Et donc, nous avons créé cette association pour venir en soutien, pour les aider à se relever, à se repenser, se réinventer. Et continuer à vivre malgré 20 mois, 600 jours d'absence de salaire. C'est une cause qui est très noble. Justement, à travers cette synergie solidaire, on entend notamment parler de soins bien-être solidaires. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Ouais. Alors, les soins bien-être solidaires, c'est une des actions de l'association. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'un soin bien-être solidaire? On est à peu près 37 thérapeutes en ce moment. Essentiellement sur la Guadeloupe, quelques-uns en Martinique, quelques-uns à Saint-Martin. Et il y en a à peu près une vingtaine en attente, le temps qu'on prenne le temps de les appeler. Et donc, en fait, tous ces thérapeutes du bien-être proposent des choses très variées. Ça va du coaching de vie à différents massages, en passant par la kinésiologie, l'hypnose, la fasciathérapie, les soins énergétiques, il y en a tellement. Et donc, tout ça, c'est des soins du bien-être. C'est-à-dire que c'est complémentaire à tout ce que l'on peut proposer au niveau de la médecine, on va dire, classique. Et donc, il y a de plus en plus de personnes qui sont en demande de cette approche santé et qui n'ont pas forcément les moyens d'y accéder. Donc, nous, on a mis ça en place déjà pour les professionnels de santé qui n'étaient vraiment pas bien du tout. Un mal-être profond, une sidération avec des répercussions physiques importantes, des angoisses importantes. Donc, on leur a proposé ce genre d'approche santé pour les aider à aller mieux. Voilà. Justement, est-ce que vous avez pu relever une grande détresse, une vraie détresse psychologique auprès justement de ces personnes que vous accompagnez? Oui, très grande détresse. Alors moi, je suis pédiatre, j'ai fait 20 ans de pédiatrie, notamment 13 ans au CHU de Pointe-à-Pitre. J'ai quitté le système de santé pour être dans une approche santé globale. Je suis donc formée au coaching de vie pour être dans cette approche globale, parce qu'en fait la santé, ça part avant tout de l'état émotionnel. Et oui, de plus de 7 ans d'expérience d'accompagnement des personnes qui sont en difficulté pour X raisons, oui, il y a eu une très 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 grande détresse. Et donc voilà, humainement, on ne peut pas rester sans rien faire en tant que professionnel de santé, en tant que soignant, en tant que thérapeute, on ne peut pas rien faire. C'est comme une catastrophe qui s'est passée. Quand il y a une catastrophe sanitaire, ou enfin une catastrophe pas sanitaire, mais
un tremblement de terre ou un crash d'avion, on connaît ici tout ce genre de choses, on développe des cellules de crise en urgence, donc il n'y a rien eu là. Donc c'était la bonne volonté des uns et des autres pour accueillir toutes ces personnes. Très bien, parlons du lancement justement des tirelires, Sophie, avec ce mouvement. Oui. En quoi consiste-t-elle, ces tirelires? Alors, c'est des petites tirelires qui, en fait, il y a une synergie entre nos objectifs de l'association et puis le mouvement Bien-être solidaire qui a été initié par Jean-Gérard Fontange en 2016, qui est parti donc de la Guadeloupe. C'est un mouvement, c'est-à-dire c'est pour sensibiliser la population à l'existence de soins bien-être en attente. C'est sensibiliser la population à réussir à rendre plus accessible le bien-être à ceux qui n'ont pas du tout les moyens. Donc c'est un peu sur le même principe, on va dire que, je ne sais pas si vous connaissez les cafés en attente, les baguettes en attente qui sont beaucoup développées en métropole, les cafés, ça vient d'Italie. À partir de 2014, c'était je vais dans un bar, si je n'ai pas les moyens, je peux rentrer dans un bar et demander s'il n'y a pas un café en attente pour moi qui aura été financé par d'autres personnes. Eh bien, le principe des soins bien-être en attente, c'est sur ce principe. C'est-à-dire que la tirelire, c'est déjà sensibiliser la population à l'existence du mouvement bien-être solidaire, à l'existence de soins bien-être solidaires pour ceux qui n'ont pas du tout les moyens, ils peuvent demander, et puis notamment faire connaître aussi l'association. Et donc, c'est collecter des fonds. Et quand il y aura une certaine somme, on va transformer ça en soins bien-être en attente, qui seront visibles sur le site du mouvement bien-être, sur l'association, et toute personne qui fera la demande pourra accéder à ça. Très bien. Alors, comment recrutez-vous justement ces professionnels qui vous accompagnent? Est-ce qu'il y a également une charte déontologique? Alors, oui. Pour ce qui est le mouvement Bien-être solidaire a mis en place une charte déontologique. Donc, tout thérapeute qui adhère à ce mouvement est censé être en accord avec cette charte. Et nous, pour l'association, on a créé un réseau de thérapeutes. Donc, ce réseau dont 37 personnes, c'est le réseau de l'association Ensemble. Eh bien, ils doivent aussi adhérer à cette charte. Après, tout thérapeute individuellement peut adhérer à ce mouvement. Toute association peut adhérer à ce mouvement. Voilà, c'est large, c'est ouvert. Très bien. Qu'attendez-vous de la population aujourd'hui, concrètement? J'attends rien, en fait. Surtout, l'idée, c'est de sensibiliser. De sensibiliser à l'idée que ce voisin qui est en difficulté pourrait être moi demain, pourrait être nous demain. Et je crois qu'on l'a vraiment vu, les professionnels de santé, c'est une profession qui n'aurait jamais imaginé être en grande détresse. Nous, on a quand même des personnes des soignants qui donnent de beaucoup, et qui ont été forcés à un moment donné accepter de recevoir, tellement ils étaient en grande détresse. Mais en même temps, ça leur a énormément apporté de recevoir de l'aide. Ça peut nous arriver à tous. Donc j'ai envie de dire, prenons conscience que demain, ça peut nous arriver tous et qu'une population ne peut être en santé que si elle est solidaire. Alors c'est vrai qu'en Guadeloupe, il y a une grande solidarité et c'est probablement ce qui a permis à beaucoup de soignants suspendus de rester debout, ce qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres régions. Il y a vraiment encore cette solidarité importante. Donc, c'est sensibiliser encore et encore plus sur ça et d'aller au-delà des soignants suspendus. C'est d'arriver à prendre conscience que ce voisin, qui pourrait être moi demain, a peut-être besoin d'aide pour se relever parce qu'on est dans une crise financière, crise économique qui va faire que s'aggraver. Ça va toucher donc de plus en plus de personnes. Et donc, c'est vraiment continuer à tendre la main. Et notre slogan, c'est vraiment ici, 1% de la population mettait juste 1 euro dans cette tirelire. Eh bien, nous pourrions financer beaucoup de soins bien-être solidaires, aider des personnes qui sont en grande détresse psychique surtout, et qui peuvent, quand on n'est pas bien, on ne peut plus rien faire. C'est sûr. Par contre, quand on est accompagné, on peut se relever, se réinventer et commencer à imaginer, créer, co-créer ensemble. Donc on a vraiment besoin de se soutenir dans cette période difficile. Très bien. Quelles sont les actions que vous avez déjà pu mener justement avec la création de cette association? Alors les actions, on fait des journées bien-être tous les mois, depuis 18 mois. On en fait aussi en Martinique, ça fait 6 mois que ça tient. On en a fait une seule à Saint-Martin. En Guyane, pas encore. Les autres actions qu'on a pu mettre, mais ça c'est pour les soignants suspendus, donc il y a eu une aide financière importante. Il y a eu un accompagnement coaching
pour vraiment travailler en profondeur l'état émotionnel pour se relever et après bénéficier de soins très divers. Très bien. Voilà. Je ne sais pas si on aura le temps de visionner un petit peu. Non, juste savoir, les Tyroliens, on les trouvera où? Alors, là, pour l'instant, il y en a une centaine et Oui. on les dépose là où les personnes, ça leur parle. Donc là, pour l'instant, on n'a pas encore distribué les 100. Ça va se faire au fur et à mesure. On imagine qu'on va pouvoir aller au-delà des 100. Donc, c'est des pharmacies, c'est des médecins, c'est des commerces. Donc, on va prendre le temps de répertorier tout ça. Mais si, par exemple, un des spectateurs est intéressé qui a un commerce, ok, moi je veux bien participer, sensibiliser la population, il suffit de nous appeler et puis on lui remettra une tirelire avec quelques flyers. Voilà. C'est chacun de nous en fait. Chacun de nous, si tout le monde peut soutenir le projet. Très bien. Est-ce qu'on peut avoir des coordonnées justement, le site de l'association? Oui. Alors, le site, c'est association-ensemble-anti-guyane.fr. Très bien. Je ne sais pas si on a le temps de visionner peut-être quelques secondes de la vidéo qui relate un petit peu. On regarde. Voilà, on regarde. Bonjour à tous. J'ai le plaisir de vous annoncer le lancement de la tirelire du mouvement Bien-être solidaire. Ce lionnage Casassou pour un soin est à l'initiative de l'association Ensemble Anti-Guyane. Sophie Monneray, je suis donc la présidente de cette association, créée en février 2022 et qui a pour but de soutenir toutes les personnes qui ont été contraintes d'arrêter leur profession suite aux lois et restrictions sanitaires de ces dernières années. Nous avons jusqu'ici concentré toute notre attention sur les professionnels de santé suspendus, mais à travers ce lionnage Casassou, nous souhaitons élargir notre soutien et aider d'autres citoyens qui ont cessé leur activité professionnelle depuis le Covid ou qui ne se remettent pas financièrement et psychologiquement de cette crise sanitaire. Grâce à la création d'un réseau d'une trentaine de thérapeutes et à la générosité de donateurs, ces professionnels de santé suspendus ont notamment bénéficié de plusieurs centaines de soins bien-être solidaires et d'accompagnement coaching pour les aider à trouver la force de se relever, de se repenser et de se réinventer au cours de cette période de précarité inattendue. Nous souhaitons, à travers notre expérience et cette tirelire, créer une synergie solidaire pour un bien-être accessible à tous, sans distinction et dans la dignité. Ce mouvement bien-être solidaire a été lancé en 2016 par Jean-Gérard Fontange et l'association est totalement engagée dans cette initiative. Cette Casassou a donc pour but de récolter des dons afin de financer des soins bien-être pour les personnes dans le besoin. Cet emblème de la tirelire nous permettra aussi de développer le réseau de thérapeutes engagés dans ce mouvement au niveau des Antilles-Guyane, mais bien au-delà de cette région. Si vous êtes thérapeute du bien-être ou dans l'associatif et que ce mouvement vous parle, contactez-nous pour nous rejoindre dans cette dynamique solidaire. Je vous encourage à participer à ce mouvement citoyen pour contribuer à offrir des soins bien-être à ce voisin fragilisé qui pourrait être vous demain. Et si 1% de notre population mettait juste 1 euro, osons rêver et créons notre bien-être ensemble. Dans un premier temps, plus d'une centaine de tirelires vont être déposées dans des lieux publics, mais nous espérons pouvoir en distribuer plus de 500. Chaque thérapeute du réseau aura aussi sa tirelire. Pour ceux qui ne trouveraient pas de tirelire, il y a une tirelire en ligne accessible sur le site de l'association. Tous les dons seront transformés en soins bien-être en attente, c'est-à-dire accessibles jusqu'à ce qu'une personne en fasse la demande. Ces soins en attente seront consultables au fur et à mesure des collectes de dons sur le site du mouvement Bien-être solidaire, sur le site de l'association Ensemble Anti-Guyane ou chez chaque thérapeute engagé. À travers ce chaos sanitaire, nous avons pu constater à quel point notre santé dépend de notre capacité à rester solidaire. Alors merci d'avance pour votre générosité de cœur en ces temps qui s'annoncent de plus en plus difficiles, mais qui peuvent être soulagés par notre capacité à se tendre la main, à rester à l'écoute de soi et de l'autre. Voilà, eh bien, on espère que la solidarité va jouer comme d'habitude. On sait que les Guadeloupéens sont très solidaires. Il est 13h46, on se retrouve jeudi prochain spécialement pour le final. Le final, voilà. Du ZCL et du Samedi Mag pour ces vacances. Merci Madame Soubé pour votre action très bénéfique. Et on revient vers Iman News pour les dernières infos avant la fin. Oui, les vacances arrivent, donc on va parler de sport et comment combiner le sport et la lecture. On voit un reportage sur Partir en livre. C'est parti. C'est parti.
Aujourd'hui, notre action s'inscrit dans le cadre d'une action nationale qui s'appelle Partir en livre, avec comme thème la liberté. Et comme Madame Karine Laurent, elle est dans la dynamique de la production et des activités de lecture, puisqu'elle est la responsable de la lecture publique aux Abîmes, donc elle nous propose cette activité-là qui associe le sport et la lecture. Donc les enfants vont partir en kayak compté, on va leur raconter des histoires en canoë-kayak sur le canal. Ensuite, ils vont aller prendre leur collation et faire une pause à la base nautique de l'Oïsisque. Et ils partiront ensuite au Mémorial Acte où il y aura des activités de lecture, d'expression. Et nous espérons qu'ils vont passer une excellente journée. Aujourd'hui, je suis venue pour l'activité en canoë-kayak. Et venir observer le site écotouristique et rencontrer tous les animaux qu'on peut voir près du canal. Nous allons découvrir avant tout la mangrove. C'est un milieu qui est avec une eau saumâtre, un mélange d'eau de mer et un mélange d'eau de source. Et faire comprendre aux enfants que cette eau qui est là, ce n'est pas une eau de centre d'épuration ou une eau qui est en train de stagner. Il y a un départ, il y a une fin, on va dire une fin, qui est dans la mer, là où les poissons, là où on va pêcher les poissons qu'on consomme. Donc tout ça, c'est pour leur faire voir la pollution, l'impact de la pollution, et surtout de voir que la nature est si résiliente par rapport à cette pollution, ils vont découvrir énormément de biodiversité, que ce soit de faune et de flore, sur un milieu qui est pourtant très proche de chez eux, dans la ville, où on n'imagine pas qu'on a accès à la mer. Aujourd'hui, on m'a invité dans une activité de kayak. Je sais qu'on va pouvoir voir les animaux, des plantes. On va pouvoir explorer un peu. Le premier message avant tout, c'est bien qu'il faut arrêter la pollution. Nous, on n'est pas la police, on n'est pas tout ça, on n'est pas armés, on ne peut pas se battre contre ces gens-là. Mais d'occuper les lieux, des lieux qui ont toutes leurs fonctions, toute leur beauté, à l'abandon malheureusement par certaines villes, mais ce sont des lieux magnifiques où la nature a ses droits, nous prouve qu'elle a tous ses droits et qu'il faut qu'on fasse avec. Donc c'est surtout de voir que la pollution, si on commence à la traiter dès maintenant avec les plus jeunes, ces gestes-là ne se reproduiront plus et on sera dans de meilleures conditions. Pour moi, ça représente une bonne activité pour sortir des écrans déjà, parce que pendant les vacances, être tout le temps devant les écrans, c'est problématique. Et une bonne découverte. Je vais apprendre beaucoup de choses et je vais m'amuser aussi. Voilà, ils sont partis en livrer un cadeau et nous, on va partir à Paris rencontrer le député de Guyane, David Riman. Il est membre il est président de la délégation des OM à l'Assemblée nationale française. On regarde ce reportage de Maurice Cessé. C'est parti. Je suis en compagnie de David Riman, qui est le député de Guyane, qui vient d'être élu président de la délégation aux Outre-mer ici à l'Assemblée nationale. Alors, suite à cette nomination, une réaction, monsieur Riman? Écoutez, bonjour à toutes et tous. Donc, c'est une satisfaction d'être élu par ses collègues comme ça de la sorte. Donc, pour moi, maintenant, c'est un nouveau challenge qui commence avec ces mêmes collègues, avec qui on s'était pour une partie réunion de Guyane en janvier. On a commencé à être unis, comme dirait le député Ratnan de la Réunion, on a décidé de chasser en meute pour nos territoires, pour l'évolution positive de nos territoires. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à le faire. Vous pouvez nous rappeler les fonctions, les missions que vous aurez à accomplir en tant que président de cette délégation ici à l'Assemblée nationale? Écoutez, en priorité, c'est de bien faire connaître et comprendre, encore malheureusement aujourd'hui toujours, quels sont les territoires dits d'outre-mer, quelles sont nos réalités, ce que nous vivons, ce que nous subissons. Il y a la vie chère, il y a la continuité territoriale, il y a tellement de sujets aujourd'hui. Il y a la chlordécone aux Antilles, il y a l'empoisonnement suite aux essais nucléaires en Polynésie, il y a le mercure, il y a l'empaillage illégal, la pêche illégale. Il y a tellement de sujets sur nos différents territoires. Il y a Mayotte aussi qui vit des moments extrêmement compliqués avec le manque d'eau énorme qu'il y a sur le territoire. Donc voilà, il y a des sujets vastes et variés. Donc en tant que président de la délégation, comme moi, j'aurai à cœur d'animer tout ça avec les collègues et de faire valoir nos réalités au sein du gouvernement et du Parlement.
Monsieur le député, dans quelques jours, il y aura un conseil interministériel aux Outre-mer. Qu'attendez-vous de ce conseil interministériel pour la Guyane? Écoutez, pour la Guyane et aussi pour tout le territoire, parce que nous, c'est au niveau de tous les Outre-mer que c'est concerné, on va attendre les décisions qui vont sortir de ce SIOM. Donc, les désengagements ont été pris par certains ministres, dont le ministre Carinco. On va voir maintenant si c'est à la hauteur du rendez-vous. Sinon, si ce n'est pas à la hauteur, nous le ferons savoir rapidement. Voilà. Alors, le dossier qui a été abordé récemment aussi à l'Assemblée, la continuité territoriale, là, vous êtes optimiste sur ce projet? On attend. On sait souvent que des fois, les choses accouchent d'une souris. Maintenant, en n'étant pas pessimiste, on dit qu'on attend. On va voir ce qui va sortir du SIOM, ce qu'ils vont vraiment proposer de concret, qui aura un impact positif sur nos concitoyens, sur nos compatriotes, parce que là, la chose est devenue extrêmement compliquée et ça ne peut plus continuer comme ça. Et puis je rappelle à les 13h52, un rappel très rapide des invités du jour. On a reçu que des bonnes personnes. On a commencé avec des jeunes, Hilary Thiers, étudiante stagiaire à la région Guadeloupe, et Simon Tarrette, étudiant lui aussi de 3e année. On a parlé beaucoup de la licence professionnelle de gestion de projets de structures artistiques et culturelles avec Chris, que Sandy connaît très bien, artiste et enseignant à la faculté Roger Thompson à Saint-Côte. Il a été ton invité, je crois, une fois. Oui. On a reçu aussi Sandra Bisson, experte en communication par l'image, relations presse et influence. Elle organise une journée Sois belle et fais-toi, pas tais-toi, fais-toi. Et elle était avec Asia Sarah Benandanouch, coach, thérapeute, holistique, sophologue. Tous ces gens-là seront à Saint-François le 2 juillet. Il reste encore quelques places. Et puis on a terminé avec Sandy Kelly qui a reçu Madame Monré pour cette opération de solidarité avec les petites tyroliens. On demande même chaque Guadeloupéen, on est quoi, 350 000, 1 euro, ça veut dire 350 000 euros. C'est pas mal, hein? Bon, on peut rêver, mais ça peut arriver. Et puis l'actualité, c'est Iman News qui va nous rappeler les grands titres de l'actu. Les titres aujourd'hui, on a vu la visite de Jean-François Carinco qui a parlé des mesures liées à la chlordécone. Nous avons aussi pu voir les présidents des collectivités s'exprimer autour de la SIOM qui aura lieu bientôt le 6 juillet. Nous sommes partis en livre pour pouvoir combiner à la fois le kayak et la lecture. Et nous verrons plus tard la conférence de presse liée au cyclisme. Voilà. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour le dernier ZCL News de la semaine. Je ne sais pas si Iman sera là, elle sera peut-être pas là. Elle sera en Zoom quelque part dans le monde. Oui, tout à fait. D'ailleurs, j'invite les gens qui veulent venir à ce Zoom. À partir de quelle heure? C'est 13h30. C'est un webinaire sur la confiance en soi. Sur la confiance en soi et comment l'hypnose peut aider justement à renforcer les ressources. Il y a un lien qui sera visible. Alors, si vous allez sur ma page Instagram, vous avez toutes les infos. Iman Sioudan. Voilà. C'est la page Iman News ou bien la page Iman? Non, Iman Sioudan. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. 13h54. La réalisation était assurée par Yann. Et puis, à demain. Bon appétit si vous n'avez pas encore déjeuné. Ce qui m'étonnerait. Sans dire voir à bientôt, à jeudi prochain. À jeudi prochain, pour le grand final. Là. Ouais. Tu viens avec un artiste? Non. Avec les collègues du ZCL, du chroniqueurs. C'est déjà bien. Oui. C'est très bien. On fait un petit bois et manger en direct. Voilà. Voilà. Ciao, bye bye.